Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir participer à cette discussion aujourd'hui, ou en général, je dois avouer, en ce qui me concerne, de participer en général d'une manière ou d'une autre aux discussions qui sont menées par ICOM France. Ces journées professionnelles, je trouve, abordent des thèmes chaque année qui sont justes, qui tombent toujours au bon moment, et qui sont même qui touchent souvent à des questions essentielles. Donc j'aimerais souligner le fait qu'elles n'ont pas seulement une portée nationale, je me rends compte ici avec le nombre de participants, mais également une portée internationale. J'en profite justement, c'est important pour moi de le dire en introduction, de féliciter Juliette Raoul-Duval et son équipe, le conseil d'administration, son équipe aussi opérationnelle à Paris pour son travail de positionnement d'ICOM France de manière très convaincante, je trouve, comme organisation qui joue un rôle important au niveau non seulement national, mais au niveau européen. Voilà. Donc j'aimerais te féliciter, te remercier encore de l'invitation. Et puis je remercie aussi en mon nom personnel remercier de l'invitation ICOM France parce que ça m'a permis de rencontrer, pour la préparation de ce dialogue, une personne que je trouve tout à fait inspirante et je me réjouis justement d'avoir pu déjà préparer ce dialogue avec Philippe Gaborio. Nous avons décidé de commencer par nous présenter, vous donner une sorte d'extrait de curriculum vitae, parce que nous ne sommes pas nous sommes des professionnels de musée, évidemment, au service des musées, mais nous ne sommes pas des conservateurs. Nous ne savons pas, je crois, ni moi ni lui, faire des expositions. Ça, vous le savez probablement beaucoup mieux que nous. Donc que vous sachiez d'où vient finalement, quels sont notre profil, pour vous expliquer d'où vient peut-être notre position, notamment sur la valeur économique des musées, qui sera notre thème principal durant ce dialogue. Je commence par me présenter. Donc, je suis David Viaume, je travaille, je vis à Berlin. Je suis né à la frontière française, mais en Suisse, entre Bâle et Montbéliard. J'ai étudié l'histoire de l'art et la muséologie à Lausanne. Et puis ensuite, j'ai étudié l'économie d'entreprise à Zurich. Et puis j'ai toujours travaillé dans des réseaux institutionnels, surtout des réseaux de musées. Il y a très longtemps, dans le cadre des musées de l'arc jurassien franco-suisse, j'avais été engagé pour quelques années pour célébrer ou pour organiser la célébration du Printemps des musées. Alors ça ne nous rajeunit pas, le Printemps des musées, mais je pense que certains d'entre vous se souviennent de cette activité qui a été entre-temps remplacée par la nuit, la journée des musées, etc. J'ai été ensuite 11 ans secrétaire général de l'Association des musées suisses, qui a son siège au Musée national à Zurich, et j'ai dirigé le secrétariat commun de l'Association des musées suisses et d'ICOM Suisse, puisque dans ce pays, les deux associations, institutions et professionnelles sont ensemble. Et puis depuis 2017, j'ai été nommé directeur de l'association allemande des musées, l'allemand étant ma langue de travail depuis des années, qui se trouve à Berlin, et qui emploie 16 collaborateurs. Donc c'est une assez grande association en comparaison européenne. Et puis cette association, par contre, fait la même chose que toutes les autres associations de musées en Europe, en particulier des publications, des recommandations de bonnes pratiques. Donc on va simplement chercher les meilleures pratiques auprès des professionnels de musée, et puis on les diffuse pour éviter de réinventer la roue. On travaille en ce moment particulièrement dans des thèmes qui sont importants également en France, à ce que j'ai pu constater, le numérique, les professions, le profil des professionnels du musée, et en ce moment particulièrement les questions de colonialisme, de décolonisation. On a sorti un document qui a un succès considérable en Allemagne, on l'a d'ailleurs traduit en anglais et on est en train de le traduire en français, à la demande du ministère de la Culture français. Un document, un guide qui permet de catégoriser et de poser certaines questions sur la gestion des objets issus de contextes coloniaux.
Et puis parallèlement, et je termine avec ça, mais c'est aussi pour ça que surtout pour ça que j'ai été invité, parallèlement à mon activité professionnelle principale, donc à l'Association des musées allemands, je suis depuis 2014 le président de NEMO. NEMO, ce terme un peu amusant, est la fédération des réseaux muséaux en Europe. Donc ICOM France en fait partie, comme des réseaux des 46 pays du Conseil de l'Europe. Et NEMO représente les musées ou le secteur muséal auprès des autorités européennes depuis 25 ans, et puis soutient les musées. On essaie d'avoir des services beaucoup plus pratiques aussi pour les professionnels de musées, soutient les professionnels de musées très pratiquement dans leur participation aux différents projets et programmes européens. Donc Europe créative, que vous connaissez certainement, Horizon 2020, etc. Donc NEMO existe depuis 25 ans et est financé d'ailleurs par la Commission européenne depuis 25 ans. Voilà. Philippe, à vous. À mon tour. Merci beaucoup David. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais donc commencer par le début. Je suis né à Nantes, à 200 mètres d'ici, en gros. Enfin, j'ai grandi à 200 mètres d'ici et j'ai donc passé beaucoup de temps dans ce musée qui, à cette époque, s'appelait le musée des Beaux-Arts. J'ai un profil encore plus exotique que David, puisque j'ai étudié l'agronomie. Et ensuite, j'ai travaillé directement en finance dans différents pays, à Madrid, Milan, Londres et Amsterdam, pour revenir en France il y a quasi un peu plus d'une dizaine d'années, mais faire une carrière au final toujours en finance, et depuis 5 ans, mais avec un intérêt prononcé pour l'art malgré tout, et depuis 5 ans, j'ai rejoint donc, le fonds de dotation du Louvre, dont j'ai la charge. Je vais peut-être aussi présenter rapidement le fonds de dotation, parce que c'est aussi un élément assez exotique. C'est une structure de droit privé, distincte du Louvre, mais contrôlée par le Louvre, qui s'assimile à une fondation qui a été créée en 2009 avec pour objectif de recevoir des dons, des legs et aussi la licence de marque du Louvre Abu Dhabi, puisque les Émiriens, pour baptiser leur musée Louvre, nous louent la marque pour une somme tout à fait considérable. Et une partie, pas la totalité, mais une partie de cette licence de marque est reversée au fonds de dotation. Ça a constitué notre passé, ça ne va probablement pas constituer notre avenir sur le très long terme, et nous comptons beaucoup plus évidemment sur les dons et les legs pour faire progresser cet outil. Sa spécificité est que les sommes que l'on récupère ne sont pas dépensées, mais sont capitalisées, et d'où ma présence au fonds de dotation, mais la présence d'un financier, et c'est uniquement les revenus de ce capital qui sont distribués au musée du Louvre pour le soutenir dans l'ensemble de ses missions d'intérêt général. C'est donc un mode de financement très, très durable, très responsable, puisque le capital qui est accumulé sert évidemment nos projets, les projets actuels, mais aussi les projets auxquels auront à faire face nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite. Alors, on voulait, David et moi-même, vous remercier pour la thématique qui nous a été confiée. C'est une thématique tout à fait passionnante, qui est d'actualité. Le débat en France ces derniers mois, depuis quasiment une année, autour du financement du patrimoine et plus largement du financement de la culture, n'est pas terminé. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et l'actualité internationale, avec le triste incendie de Rio, nous prouve aussi que les questions financières, qui semblent être en partie à l'origine de ce désastre, sont des questions tout à fait importantes aussi pour la vie scientifique et pédagogique des musées. Oui, il me semble aussi que ce n'est pas seulement un thème actuel, donc les questions de valeur des musées, et notamment des valeurs économiques, du rôle de l'État, du financement des musées, c'est aussi un questionnement relativement récent. Si on regarde d'un point de vue un peu plus historique, dans les années 80, on ne parlait pas tellement du financement des musées, en tout cas pas comme une question comme on la pose aujourd'hui, voire même, j'ai envie de dire, comme une option. Le financement de l'État comme option, ce sont des questions qui ont été développées surtout dans les années 90, partout en Europe. En tout cas pour deux raisons. Dans les pays de l'Ouest, on s'est intéressé on est arrivé c'est le résultat de la fin des 30 glorieuses. On se rend compte que l'État a des moyens qui ne sont plus infinis, et on commence une certaine modernisation de l'appareil de l'État.
et de l'administration. Et des questions telles que l'efficacité, l'effectivité, la gestion du service public sont des idées qui apparaissent très clairement depuis les années 90 et qui continuent d'être particulièrement présentes ici. Et puis à l'est de l'Europe, eh ben là, la chute du mur de Berlin amène une refonte complète des systèmes de l'État, des systèmes économiques et de l'administration. Donc on se retrouve dans un continent européen où cette question du financement de la culture, mais surtout en général de la gestion de l'argent public est très présent. Et alors ça c'est une chose, ce changement un petit peu quasiment de paradigme dans les années 90, mais on assiste aussi très généralement, et ça dans le monde entier, semble-t-il, à une sorte un phénomène d'économisation. C'est un vrai discussion de fond, une vraie tendance de fond. On conçoit aujourd'hui, on perçoit, on analyse à peu près toutes les interactions humaines et organisationnelles en termes économiques. Tout se monnaie, tout se monétise. Vous savez, on a des sites de rencontres, ça nous semble évident aujourd'hui. On a des mises à disposition d'appartements sur des applications mobiles, ça nous semble évident. Mais en fait, il y a quelques années, ce n'était pas des sources de revenus. Donc tout aujourd'hui, toute activité humaine a un potentiel de revenus et c'est considéré comme quelque chose de positif. Et les musées, évidemment, ne sont pas épargnés par ce phénomène qui va en amplifiant d'ailleurs. Dans ce contexte, le citoyen est, dans le domaine des musées, surtout un visiteur, voire même un client. Il y a des associations professionnelles et beaucoup de musées qui n'utilisent même plus le terme de visiteur, qui n'utilisent que le terme de client. Et puis l'État, on s'en rend très bien compte, le personnel politique aussi se rapproche de plus en plus des entreprises, des industries, des multinationales, et s'approprie non seulement leurs valeurs, mais aussi leur vocabulaire. Il m'est apparu ces derniers temps en écoutant France Info tous les jours, sachant que j'allais venir en France, on parle d'innovation, de croissance, partout. Et on ne sait plus si c'est un chef d'État qui utilise ces termes ou un responsable économique. Enfin, ceci m'amène à parler des questions des valeurs des musées, et puis ça me donne la possibilité de vous présenter rapidement les 4 valeurs de Nemo. Donc le réseau européen des organisations de musées, pour représenter les musées, le secteur muséal européen face aux autorités européennes, en particulier la Commission européenne, met l'accent sur 4 valeurs. Ça marche très bien dans le travail du lobbying. On peut discuter, la question de valeur, c'est aussi une question philosophique, mais quand on présente à des politiques l'intérêt, l'importance des musées, les portes s'ouvrent lorsqu'on parle de valeurs. Alors on en a 4. Dont la valeur économique, puisqu'on va en parler en particulier durant ce dialogue. Mais on en a 4, et ces 4 valeurs sont complètement interdépendantes. On ne parle jamais d'une valeur sans parler des autres. Alors ça simplifie, ça schématise un petit peu l'importance des musées, mais ça permet comme ça d'évoquer le rôle des musées dans la société. Donc la première valeur qu'on évoque tout le temps, c'est la valeur de collection. Et on ne parle pas évidemment de la valeur d'assurance, mais bien de la valeur culturelle des collections comme garante de la mémoire collective. Alors ça vous semble totalement évident ce que je dis là, évidemment, quand on est des professionnels de musée, mais quand on parle à des politiques, c'est bien de toujours le rappeler. Ce que ça veut dire. Donc notre revendication politique, c'est de permettre l'accessibilité, c'est-à-dire la mobilité des collections, la médiation des collections, la publication des collections, de ce patrimoine considéré comme étant commun. Et là, il y a encore beaucoup de travail, notamment dans la mobilité des collections. Je n'entre pas dans les détails. Deuxième valeur, la valeur éducative. Nous considérons, nous constatons, nous battons également pour ça, que les musées sont des lieux d'apprentissage, mais d'apprentissage non formel aussi, c'est-à-dire d'apprentissage tout au long de la vie. Et nos revendications politiques, c'est de les considérer comme telles, déjà, c'est-à-dire d'intégrer les musées dans leur politique scolaire, mais culturelle en général, ça c'est encore facile, politique familiale, politique du troisième âge,
Enfin, il y a toutes sortes de politiques de santé. On peut intégrer le musée dans les politiques autres que simplement culturelles ou scientifiques. Troisième valeur qui est très liée à cette valeur éducative, c'est la valeur sociale. Nous considérons que les musées, ou nous constatons que les musées doivent de plus en plus être des lieux qui se présentent comme des lieux publics, donc véritablement ouverts à tous, mais qui ne sont pas seulement ouverts à tous, mais qui accueillent des points de vue différents. Différents points de vue peuvent s'exprimer. Donc c'est la question de la multiperspectivité, quelque chose de tout à fait essentiel aujourd'hui dans des sociétés où on constate une certaine polarisation dans tous les domaines. Donc notre revendication aux politiques, c'est de reconnaître l'impact social que peuvent avoir les musées comme lieu de débat, comme lieu de dialogue intergénérationnel, comme lieu favorisant même le bien-être, comme lieu favorisant la santé, comme des lieux d'inspiration pour le développement personnel. Il y a certains pays qui sont beaucoup plus avancés dans ce domaine que d'autres, parce que les besoins sont différents. Je pense surtout aux pays anglo-saxons, mais c'est un thème qui, pour nous, est tout à fait important, la valeur sociale du musée. Et bien entendu, notre revendication politique, c'est d'en avoir les moyens. Parce qu'avec des budgets culturels qui diminuent, on ne peut pas faire du travail social. Donc il faut aussi être intégré dans ce genre de politique. Et puis, dernière valeur, last but not least, la valeur économique. Nous considérons que les musées, quand je dis nous, à part ça, c'est pas nous, Nemo, notre conseil d'administration, tous les 4 ans, voire même tous les 3 ans, on demande à toutes les associations de musées quelles sont leurs valeurs principales qu'ils présentent dans leur lobbying ou dans leur travail de représentation. Et on les met à jour. Mais depuis quelques années, en tout cas depuis 2010, on confirme toujours ces 4 valeurs. Donc quatrième, la valeur économique, les musées sont des incubateurs, ou peuvent être des incubateurs de créativité. C'était d'ailleurs leur rôle dans certains types de musées, les musées d'art décoratif, comme au 19e et 20e siècle. Et puis ils ont un effet sur le développement régional, sur le tourisme, sur l'emploi, et pour utiliser encore un de ces mots qu'on utilise tout le temps, sur la croissance. Donc notre revendication aux politiques, c'est de reconnaître la valeur économique que les musées produisent. Et encore une fois, je tiens à le préciser, ces 4 valeurs, pour nous, ne sont pas dissociables. On ne peut pas ne présenter qu'une seule de ces valeurs, parce qu'on représente de multiples valeurs, et c'est ça aussi notre identité muséale. Je crois en effet que vous avez tout à fait raison. Là, il me semble que la valeur économique, la 4e des valeurs identifiées par Nemo, est peut-être une valeur qui n'est peut-être pas assez mise en avant en France dans les débats qui ont trait au financement de la culture. C'est un argument qui peut-être n'est pas toujours facile à utiliser, qui n'est pas facile à démontrer, mais qui est pourtant bien réel, et dont les professionnels de musée devraient peut-être se saisir encore plus. Le tourisme est un secteur, pour utiliser des gros mots, financiers ou économiques, est un secteur clé de l'économie française, qui a plusieurs avantages. Déjà, il n'est pas délocalisable. On imagine mal exporter Notre-Dame ou le Louvre en Chine pour abaisser les coûts de fonctionnement. Par ailleurs, c'est un secteur qui a connu une forte croissance dans les dernières années, et qui est une croissance soutenue. On a même au contraire un problème de croissance. Autrement dit, dans beaucoup de très grands lieux touristiques, on se demande même plutôt comment on va accueillir les nouveaux visiteurs en plus. Donc on souffre d'une croissance trop importante. Et au final, ça représente malgré tout 7% du PIB français, ce qui est loin d'être négligeable. Donc c'est clairement le tourisme, qui en France est essentiellement un tourisme culturel, est un secteur absolument incontournable et clé pour l'économie française. Si on prend en compte le concept
un peu barbare d'externalité économique positive, on commence à intégrer le musée au final dans la chaîne économique de la nation. Alors je vais m'expliquer évidemment. Qu'est-ce que c'est que des externalités économiques positives? Si on regarde uniquement le périmètre d'un musée comme celui-ci par exemple, on peut imaginer dans un premier temps que la valeur économique qui est créée est uniquement au final la somme des billets vendus en billetterie, et évidemment c'est très réducteur. Une étude qui a été faite par le musée du Louvre il y a quelques années, qui n'est pas véritablement publique, parce que évidemment c'est très difficile à quantifier, considère qu'en réalité les dépenses de consommation induites par une visite dans un musée sont en réalité 5 fois supérieures aux dépenses de billetterie. Autrement dit, quand un visiteur, soit nantais, soit au contraire étranger ou d'une autre région de France venant faire du tourisme à Nantes, va au musée, il y a de fortes chances qu'il passe par la boutique et achète une carte postale, et puis mis en joie par les beautés qu'il a vues dans ce musée, décide de prendre, je ne sais pas, un déjeuner, soit au restaurant du musée, ou soit dans un restaurant en face du musée, et peut-être ait besoin d'une nuit d'hôtel pour visiter le musée de Nantes parce qu'il habite loin. Au final, toutes ces dépenses sont 5 fois supérieures à la valeur de billetterie du musée. Et à partir du moment où on intègre ces externalités économiques positives dans l'écosystème économique du musée, on arrive à avoir un objet que certains comptables grincheux considèrent comme un centre de coût, en se focalisant sur les questions économiques. Eh bien, on arrive, en intégrant ces externalités économiques positives, à avoir quelque chose qui, au final, non seulement n'est pas un centre de coût, mais un centre de profit, et qui est même une locomotive économique pour un territoire. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Évidemment, Bilbao est un très bon exemple. On a en France des exemples que je ne vais peut-être pas citer, mais des exemples de musées que l'on a créés pour en faire une locomotive économique d'une région, et au final, ça n'a pas parfaitement marché. Mais malgré tout, c'est un élément que l'on peut mettre en avant. Et comme toute activité économique, qu'elle soit rentable ou qu'elle ne le soit pas d'ailleurs, des investissements sont nécessaires. Et c'est là aussi un élément et un argumentaire que tout professionnel de musée doit pouvoir avancer vis-à-vis de ses responsables politiques lorsque, au moment des discussions budgétaires d'une année sur l'autre, ça se passe pas très bien. Eh bien, vous pouvez dire, ben voilà, une locomotive économique, il faut investir. Et l'investissement dans le cadre d'un musée, ça va être évidemment la subvention publique, qu'elle soit nationale ou de la part d'une collectivité territoriale, mais ça va être aussi la dépense fiscale via les recettes de mécénat. Et au final, c'est tous ces coûts du musée qui sont parfois reprochés à ces institutions culturelles, qui peuvent être justifiés et expliqués au-delà des 3 missions non économiques qu'évoquait David tout à l'heure, mais qui peuvent être mises en avant pour voilà, faire passer l'aspect économique du musée de manière un peu plus importante. Et souvent, en France, on nous avance l'exemple de musées privés ou des musées même anglo-saxons qui, paraît-il, n'auraient aucune subvention publique, ou très très peu. Alors quand on regarde les chiffres, en effet, le Met n'a que 7% de subvention publique de la part de l'État de New York. C'est vraiment extrêmement faible. Mais la National Gallery de Washington en a 78%, ce qui est beaucoup plus que la plupart des grands musées nationaux français. Donc au final, l'exemple anglo-saxon est peut-être un peu caricatural. Oui, tout à fait, parce que enfin, une chose qui est caricaturale, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'aucun musée ne fonctionne sans argent public. Alors bien entendu, dans certains pays anglo-saxons, la part du financement public est limitée, mais elle est presque jamais complètement inexistante, en tout cas si on veut avoir une existence du musée sur plusieurs générations. Finalement, il y a quand même assez peu d'institutions qui permettent une certaine permanence dans le financement, même si on se plaint chaque année ou à chaque changement budgétaire qu'il y a des modifications, l'État quand même offre une certaine permanence.
Donc tout à fait d'accord sur le fait que la valeur économique est souvent négligée. Je crois qu'il est important pour nous, pour les professionnels de musée, d'assumer le fait que les musées produisent une valeur économique. L'exemple de ces 5%, pas 5%, ces études qui prouvent, partout en Europe d'ailleurs, il y en a une qui va sortir en Autriche au mois d'octobre, il y en a une qui est sortie en Finlande en 2016, qui montre à peu près toutes que pour tout euro dépensé par un visiteur, 4 à 5 euros, donc on se retrouve dans ces mêmes chiffres, 4 à 5 euros rentrent dans l'économie, mais à l'extérieur du musée, pas forcément à l'intérieur. Hein. Mais c'est quand même... Donc ça c'est clair, il faut qu'on l'assume. Ceci dit, si on est intégré, si les musées sont intégrés à l'économie, c'est quand même avec nos propres règles. Et là aussi, il faut les assumer, il faut le dire. On est des lieux de loisirs, là aussi on peut l'assumer. Pour certains visiteurs, on est des lieux de loisirs, mais on n'est pas des parcs d'attractions, on est bien d'accord. Mais ça, il faut toujours le rappeler. Enfin, je dis ça parce que vraiment, au niveau de Nemo et au niveau allemand également, on fait beaucoup de travail avec les politiques et on se rend compte que vraiment, on doit leur rappeler le b.a.-ba. Mais c'est notre boulot. On ne peut pas se plaindre toujours qu'ils ne sont pas conscients des enjeux si on ne leur explique pas. Donc on est des lieux de loisirs sans être des parcs de loisirs. On a un impact sur le tourisme, tout à fait d'accord. Le tourisme, c'est le lien, c'est le premier lien entre l'économie et la culture. Mais on n'est pas des instruments, on n'est pas en tout cas principalement des instruments de marketing pour une région, pour une ville ou pour un pays. On l'est aussi, mais ce n'est pas l'objectif principal. Et on crée des postes de travail. Là aussi, on peut l'assumer. Nous créons des postes de travail, oui, mais on n'est pas comme des entreprises privées. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut toujours rappeler. L'économie des musées obéit à des règles spécifiques. Et une de ces règles spécifiques qui est aussi peut-être le b.a.-ba, mais qui vaut la peine d'être rappelée, c'est celle de l'absence du but lucratif. Parce qu'aujourd'hui, parler de servir la société, parler de servir l'intérêt public, c'est des beaux mots, mais on doit toujours expliquer le pourquoi. Où est l'intérêt public aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire servir la société ? C'est pas la même chose, servir la société ou faire partie de ce qu'on appelle le service public étatique. C'est pas la même chose. Donc des véritables prestations qui permettent enfin comme le dit l'ICOM, au service de la société et de son développement, donc qui permettent un changement dans la perception de notre vie ici sur Terre. C'est très, très philosophique, mais c'est très important de toujours avoir ça à l'esprit. Et pour revenir à la question du non lucratif, on constate, surtout aux États-Unis, des discussions très, très engagées qui prennent en compte tellement l'économie du musée que l'idée même du non lucratif est de moins en moins évoquée. Parce qu'il y a toujours des revenus, il y a le système financier d'un musée ou d'une institution culturelle en général est très très complexe. Et donc on essaie d'avoir des nouvelles catégories. Et le non lucratif disparaît. C'était une proposition en tout cas qui avait été faite par l'association américaine des musées, qui est quand même la plus grande association de musées du monde. Dans ses réflexions sur l'avenir des musées, ils ont un centre, un laboratoire de prospective. Ils disaient un jour les musées ne seront plus des institutions à but non lucratif, en tout cas on devra les appeler autrement. Donc ça je suis pas du tout d'accord évidemment avec ça. Nous sommes proches de l'industrie créative, mais nous ne sommes pas un élément d'industrie créative comme les autres. Nous sommes proches dans certains fonctionnements du sport, par exemple. Mais on n'est quand même pas on ne peut pas être comparé. Même les théâtres fonctionnent de manière différente. Ils n'ont pas les collections, etc. Donc on doit toujours jouer sur notre spécificité, tout en assumant que nous sommes des acteurs économiques importants. Ce que je voulais dire aussi, oui, c'est que la production de valeur économique du musée est toujours quantitative et qualitative. C'est-à-dire que on ne peut pas seulement parler de
production économique en termes d'impact sur l'emploi, sur les nuitées, etc. L'impact qu'a un musée sur le développement personnel des visiteurs, sur le développement social d'une région, sur les questions d'inclusion, peuvent être considérés comme un impact économique qualitatif. À nous de voir comment si c'est utile dans notre réflexion. En tout cas, ça se fait de plus en plus souvent. Donc, quand on parle de production de valeur économique, Pierre-Luigi Sacco, qui travaille à la Commission européenne dans le domaine de la culture, considère toujours que l'économie des musées est une économie qualitative. J'aime bien ce terme. Parce que si on commence à compter, par exemple, le coût du musée par visiteur, ça se fait très très souvent. Des grandes villes en Allemagne, comme Cologne, comme Berlin, ont des tabelles qui sont présentées sur les sites internet des villes, qui disent où on trouve le coût du musée par visiteur. Donc on compte simplement, c'est tout simple, hein, on compte simplement l'argent public divisé par le nombre de visiteurs ou de visites, ce qui est complètement absurde, enfin, ce qui est un critère profondément réducteur que nous devons toujours éviter. Puisque ça crée une concurrence artificielle entre les musées de ville, les musées à l'extérieur, enfin, vous savez très bien ce que ça peut donner, mais en Allemagne, on trouve ça tout à fait normal d'avoir des espèces de ranking comme ça, le musée le plus efficace, parce qu'il coûte moins par visiteur. Donc la valeur culturelle a toujours la priorité. Ça, je crois que c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit, tout en assumant la valeur économique. Oui, je vous rejoins tout à fait. Cependant, alors vous l'aurez compris, j'ai le rôle de bad cop, des méchants. Cependant, ceci ne doit pas nous faire oublier tous les défis financiers et budgétaires des prochaines années. Alors, je vais tenir un discours pas très sympathique, mais on voit bien que l'État, les collectivités, enfin, la sphère publique dans son ensemble est financée à hauteur de 30% chaque année par de la dette, par un recours à l'emprunt. Ceci n'est absolument pas durable, alors que l'on a, depuis une dizaine d'années, un engouement majeur sur les questions de durabilité et de soutenabilité. Clairement, un recours, enfin, chaque année, avoir dans le budget de l'État et des collectivités territoriales 30% du budget qui manque et qui est financé par de la dette, vis-à-vis de nos petits-enfants, c'est évidemment pas durable. Ceci va avoir une conséquence inévitable sur le budget de la culture qu'on ne peut pas éluder et que tout responsable de musée aujourd'hui ne peut pas écarter d'un revers de main. Alors, je ne sais pas quel est le rythme de la baisse de la subvention publique, mais on connaît quand même le sens qui est malheureusement plutôt descendant. Ceci doit vous amener à vous poser obligatoirement la question de la diversification des ressources propres. Autrement dit, à côté de la billetterie, qui est évidemment une ressource financière, il y a d'autres ressources, les partenariats et le mécénat, par exemple. Et la question que l'on peut se poser, alors évidemment, au Louvre, au musée du Louvre, c'est des démarches qui ont été initiées il y a très longtemps, mais combien de musées en France ont commencé à recruter un chargé de mécénat ? Combien de musées en France, assez peu, semble dire Blandine Chaval, combien de musées en France ont commencé à fédérer un cercle d'amis du musée ? Ce qui, au-delà de l'aspect purement financier et collecte mécénale, permet aussi, soit dit en passant, de porter la voix du musée dans la cité en quelque sorte, et au-delà de la captation financière qu'un cercle d'amis du musée génère, c'est aussi un cercle de fidèles qui viennent visiter vos expositions et qui sont au final les meilleurs ambassadeurs de votre politique culturelle dans la cité. Et enfin, combien de musées ont commencé à évoquer la question des legs ? Et d'ailleurs, soit dit en passant, tout ça est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les membres des cercles d'amis de musées sont les meilleurs testateurs par la suite. Donc, combien de musées ont commencé ce genre de démarches qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs si ambitieuses que ça ? C'est-à-dire que fédérer un cercle d'amis, ça ne demande pas... c'est pas quelque chose de terriblement technologique. Par ailleurs, donc j'évoquais la question de la soutenabilité et de la durabilité. Si vous avez déjà aujourd'hui des difficultés financières à boucler de belles expositions, à obtenir les subventions publiques
pour faire financer, pour faire tourner vos organismes, vos musées, qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années? Enfin, nos enfants, nos petits-enfants vont probablement avoir des difficultés encore plus importantes que nous à résoudre sur les aspects financiers. Et donc, là encore, tout responsable de musée ne peut que se poser la question de la soutenabilité, la durabilité dans le temps sur les prochaines générations du fonctionnement de l'institution qu'il dirige aujourd'hui. Et un peu dans le même esprit que tout salarié à partir de 20 ou 25 ans, quand il commence à travailler jusqu'à 62 ans, quand il part en retraite, prépare sa retraite chaque mois en abandonnant au final, en s'appauvrissant chaque mois via une cotisation retraite, mais qui lui permettrait in fine, à partir de 62 ans, eh bien, de bénéficier d'une rente financière qu'on appelle la retraite, hein, tout simplement. Les musées ne pourraient-ils pas initier ce genre de démarche? Alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, hein. Le fonds de dotation du Louvre, c'est en quelque sorte le plan d'épargne retraite du musée, pour faire très simple. C'est un genre de compte dans lequel le musée du Louvre dirige, flèche des revenus, essentiellement des revenus de mécénat, qui, pris individuellement chaque année, ne sont pas obligatoirement des sommes très importantes, mais qui, capitalisés sur longue période, et puis surtout avec un effet de sédimentation quand régulièrement chaque année on l'abonde, permettront, je ne sais pas, dans quelques années de générer des revenus tout à fait substantiels pour le musée. Alors évidemment, on a bénéficié d'une mise de départ tout à fait conséquente, et je sais très bien que notre exemple n'est pas réplicable. Les revenus du Louvre Abu Dhabi sont exceptionnels. Cependant, les difficultés pour la mise en place d'un tel système, pour tous les musées de France, existent. C'est la mise de départ qui n'est pas nulle. C'est aussi une certaine incompréhension des mécanismes financiers de la part des opérateurs de musées, ce qui est logique, ce n'est pas votre métier. Et enfin, un coût de charge fixe qui est important. Cependant, d'une part, ces difficultés ne sont absolument pas insurmontables. Différentes possibilités s'offrent à vous pour les contourner. Et par ailleurs, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et quand on évoque les solutions pour contourner ces barrières à l'entrée, il y a évidemment pour moi une solution qui serait la mutualisation pour toute une série de musées d'un véhicule de ce type. Je pense qu'il est plus facile d'aborder ces questions, en particulier pour les questions de mise de départ et de charge fixe, quand on est une dizaine de musées de région, en fait, mettre en place un fonds de dotation collectif où chaque musée a un fonds dédié au sein de ce fonds de dotation collective. C'est très simple à mettre en œuvre. Au lieu d'avoir 10 commissaires aux comptes, vous n'en avez qu'un seul. On peut évidemment, au fonds de dotation du Louvre, vous aider à initier ce genre de démarche, mais c'est vraiment quelque chose qui nous semble tout à fait faisable. Et on voit, parce qu'on a, évidemment, comme on est le plus gros fonds de dotation en France, on vient nous voir très régulièrement, on vient nous consulter pour ce genre de démarche. En 5 ans, j'ai dû conseiller une quarantaine de structures, alors culturelles ou un peu moins culturelles. Il y a aussi le monde de l'éducation qui s'intéresse à ce genre de questions et qui, très courageusement, se sont lancés dans l'ouverture de ce genre de poche, de ce genre de poche de capitalisation, donc de tirelire, alors même qu'ils n'avaient pas des sommes colossales à mettre à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'ouvrir, de créer la tirelire et de commencer à initier cette démarche, même si ça prend du temps. Moi j'aime bien cette idée du fonds de dotation mutualisé, mais ça pose quand même des questions tout à fait fondamentales, surtout celle de l'institutionnalisation, en l'occurrence, de l'institutionnalisation de la place plus ou moins importante des mécènes et des privés dans le financement des musées dans un pays comme la France, que je connais quand même un peu, mais dans beaucoup de pays européens, où il n'est toujours pas naturel d'aller vers son cercle d'amis, comme vous avez évoqué, et de demander de faire un don qui va peut-être arriver sur le compte,
parce que c'est complètement différent de notre manière de voir le rôle du musée qui devrait être financé par un droit. C'est-à-dire on attend de l'État une obligation de financement. Et tout à coup, on se retrouve à institutionnaliser le fait qu'on doit aller chercher, demander, quémander de l'argent qui arrivera ou peut-être pas. Donc ça me semble quand même assez... c'est un changement quand même assez fondamental dans la perception du financement des musées. Et quand vous dites que nous ne sommes pas, enfin que les professionnels de musée ne sont pas des responsables, enfin des spécialistes en finance, je pense qu'au contraire ils le sont et qu'ils devront l'être de plus en plus. De toute façon, quand on fait une exposition, c'est ce que ça veut dire, hein, d'aller aussi quand même toujours chercher financer des projets. C'est quand même quelque chose qui devient maintenant une évidence. Ça pose plein de questions, mais vous en avez sûrement quelques-unes, hein, ou pas. En tout cas, on aimerait bien vous donner la parole, parce que cette proposition de fonds de dotation mutualisés, ça semble comme ça sur le papier, magnifique. Ça marche au Louvre, pourquoi ça ne marcherait pas pour les musées français? Magnifique. Mais voilà, ça pose plein de questions. Est-ce que vous êtes prêt à refaire des mots? Oui. Attendez, Oui, j'ai deux petites remarques à faire. D'une part, c'est vrai qu'il y a très très peu de musées qui ont quelqu'un responsable du mécénat. On peut peut-être les compter sur les deux mains, pas plus. En revanche, les associations de musées, elles sont pléthores. D'amis de musées. Je connais pratiquement aucun musée qui n'ait pas ses amis. Et effectivement, c'est eux qui lèvent les quelques fonds. Alors, le fonds de dotation, je sais qu'il y en a un à Rennes. J'en connais pas beaucoup. Le problème, c'est assez compliqué. Alors, surtout s'il est mutualisé. Parce qu'assez vite, c'est le musée des Beaux-Arts de Rennes qui a créé le fonds de dotation et il est devenu municipal pour toutes les institutions. Et le musée a un peu l'impression de servir de locomotive pour un certain nombre de collègues. Donc c'est vrai que c'est une chose assez formidable à partir du moment où, dès le départ, comme au Louvre, on a cette grande indépendance parce qu'un fonds important est arrivé. Donc c'est une très très belle idée. C'est vrai qu'il faudrait... Ça ne peut se concevoir qu'à partir du moment où il y a vraiment des professionnels qui viennent et qui expliquent aussi à nos tutelles que cet argent qui est ramassé par les professionnels de musée doivent leur revenir. Alors, il existe différentes possibilités en fait, pour sécuriser les flux et l'utilisation de ces sommes collectées. Typiquement, lorsqu'un mécène donne ou une amie de musée lègue une somme, par exemple au musée de Rennes, elle a la possibilité de spécifier que ce sera uniquement utilisé, enfin que les revenus de ce capital seront uniquement utilisés pour le musée. Et à partir du moment où c'est une charge à la donation ou au legs, c'est quelque chose qui est absolument non contournable. L'autre élément, c'est que comme c'est un musée municipal qui a créé un fonds de dotation qui, au final, est contrôlé par la municipalité, j'ai quand même l'impression que le pouvoir, enfin le véhicule échappe un peu au musée. Mais à partir du moment où c'est un fonds collectif qui est uniquement destiné au musée et qu'un musée contacte cette structure collective en ouvrant en quelque sorte un compte au sein de cette structure de capitalisation et par ailleurs l'objet de ce véhicule collectif est de financer uniquement les musées, il est plus difficile de le détourner de son objectif final, a priori. Alors, à la fois, je vous comprends parfaitement, mais il faut savoir que dès qu'il y a des sous qui arrivent quelque part, il y a toujours des tas de gens qui en ont envie. Et donc, c'est assez compliqué. Oui, moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'ICOM International dans l'équipe, mais est-ce que quelqu'un a une information sur le fonds de dotation de l'ICOM? Parce que chaque fois qu'on pose la question, David Villaume le sait bien, à l'UNESCO, personne ne nous répond. Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Ou est-ce que c'est une question à poser en Assemblée Générale ce soir? Il faudrait aller à l'Assemblée Générale d'ICOM International. Alors pour ce soir. Oui, parce que... Mais quand même, ce serait intéressant, parce que la personne qui s'en occupait de façon opérationnelle, Bastien Noël, a été remercié, comme tant d'autres. Donc je me demande s'il y a quelqu'un qui est là ou pas. Mais en fait, c'est pour ce soir. Un thème tout à fait important, c'est celui de la transparence aussi. Quand on a des fonds de dotation, sachant que c'est des fonds compliqués avec de l'argent privé, la transparence... Excuse-moi, un tout petit point technique. Je rappelle donc votre demande qui est que tous ceux qui prennent la parole dans la salle se nomment, parce que voilà, nos... C'était Dominique Ferriot.
Non, non, donc je ne sais pas, donc je ne peux pas répondre à la question, puisque justement, ce fonds me semble toujours totalement manquant de transparence. En tout cas, à l'époque où je travaillais pour l'ICOM, je ne savais rien, donc maintenant que j'ai pris un peu de la distance, j'en sais encore moins. Ceci dit, ça doit être toujours transparent, quoi qu'il en soit. De toute façon, le financement des musées en général doit être transparent. Et on a beaucoup de boulot à faire dans ce domaine-là, parce que rien que demander à des musées, mais combien, entre guillemets, vous coûtez, c'est extrêmement complexe. Vous savez, on ne paye pas de loyer, on ne sait pas exactement, il y a différentes sources de financement pour différents groupes de personnel. Enfin, c'est très très complexe. Ça, on devrait déjà commencer avec ça. C'est quand même aussi, si on assume notre rôle économique, il faut quand même qu'on soit en mesure d'avoir les chiffres. Et donc je pense que cette question de transparence est tout à fait fondamentale. On n'aura jamais on parlait au tout début de cette conférence, je trouvais très intéressant de parler de la confiance que les 40% de la population française qui va au musée a énormément confiance au musée, mais aussi les 60% qui n'y vont pas. Et bien la confiance, on l'a par la transparence. Donc là, il y a du boulot. Je ne sais pas si vous voulez répondre par rapport au conseil. Je pense qu'on pourra réaborder cette question, si vous voulez, ce soir en Assemblée Générale. Pour répondre à la question de Dominique, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a en ce moment à Kyoto la grande réunion de préparation de l'Assemblée Générale de l'année prochaine. Donc on a eu quelques messages amicaux de soutien à l'organisation de notre journée, mais on n'a pas de présence aujourd'hui d'ICOM International, en tout cas pas à ma connaissance. Et cette question du fonds de dotation, Dominique, tu le sais, on pose la question à chaque assemblée générale d'ICOM International. Et voilà, je le dis juste en regardant Philippe Gaborieux qui me sourit. Je lui ai demandé de me donner un avis sur le bien fondé, en fait, pas évidemment d'expertiser son fonctionnement. Je pense qu'il y a des notions d'ingérence dans lesquelles je ne voulais pas du tout vous mêler, mais un des éléments de réponse que vous m'avez apporté, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le fonds de dotation de l'ICOM est un peu en double par rapport à ce qu'est ICOM, l'organisation elle-même, qui est une organisation non gouvernementale, donc susceptible de recevoir des dons en tant que telle sans avoir la nécessité de passer un fonds de dotation. Mais ça, on est dans quelque chose de très technique, donc on en parlera un peu plus ce soir si vous voulez. Mais moi, je profite de ce que j'ai le micro et je vais le passer ensuite à Céline derrière moi, mais que je trouve très, très intéressant dans votre dialogue de ce matin, et j'espère bien, et je ne suis pas déçue, je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'on dit évidemment qu'on est dans une période de changement très fort de paradigme du musée, et là, on est dans un changement de langage. Dans le langage que vous employez, ce n'est pas le langage qu'on emploie tous les jours dans les musées. Quand, Philippe, vous dites que grosso modo, les directeurs de musées doivent s'approprier la responsabilité de la soutenabilité financière dans le temps de leur étabbissement, et que vous allez fort, puisque vous dites que pour vous, un fonds de dotation, c'est le plan de retraite d'un musée, je trouve la notion peut-être un peu amusante, un peu provocante, tout ce qu'on veut, mais elle est quand même intéressante parce qu'évidemment, ça renvoie à une notion de soutien collectif, de choses qui se font pas chacun pour soi, mais tous ensemble. Et c'est ce que vous avez. Je parle pas du fonds de dotation commun que vous appelez, mutualisé que vous appelez, mais même cette notion-là, et je la trouve intéressante. Et tout à l'heure, David, tu as employé une expression, si je l'ai bien comprise, que je n'entends pas dans notre langage. Tu as dit les musées sont des lieux d'inspiration pour le développement personnel. Alors on est très à l'aise et très familier avec l'idée que les musées sont aujourd'hui des lieux de développement du lien social. Et là, pour le coup, le lien social renvoie à une notion collective. Et toi, tu pointes dans les valeurs morales et les valeurs philosophiques du musée le potentiel de développement personnel que ça permet. Et je ne sais pas, il y aura d'autres questions, mais ça m'intéresserait d'en entendre un peu plus sur ce sujet. Bonjour, Céline Chanel, je suis directrice du musée de Bretagne à Rennes, donc je voudrais peut-être réagir justement sur comment de l'intérieur
on peut vivre l'existence d'un fonds de dotation municipal et métropolitain, donc qui concerne l'ensemble des équipements culturels. C'est vrai, vu par le prisme du musée de société, le sentiment est plutôt que le musée des Beaux-Arts, qui va convaincre effectivement des mécènes potentiels, essentiellement pour des dons en vue d'acquisition, par le musée de société, c'est compliqué en fait de trouver, on va dire, un intérêt pour des mécènes potentiels. Donc aujourd'hui, je dirais, on est plutôt dans une situation d'attentisme et plutôt de chercher quels pourraient être les bons leviers. Donc là, on a essayé de trouver un projet, par exemple, qui pourrait être de porter un projet commun lié à l'histoire des collections, puisque entre un musée d'histoire et un musée de beaux-arts, on a parfois des collections qui viennent du même endroit, et notamment sur la restauration de décors d'institutions publiques de la collectivité. Et je voulais vous poser la question, justement, par le prisme du musée de société. Est-ce que c'est finalement pas plutôt du côté de la contribution et du levier des amis de musée, en travaillant plutôt sur des actions de coopération, justement, qu'on doit chercher, parce que moi j'y crois pas trop, en tout cas ça me paraît compliqué, une valeur ajoutée justement qui permettrait d'intégrer cette notion d'économie, mais par le prisme de l'engagement notamment bénévole des bénévoles du musée. Nous on a un exemple très probant aujourd'hui opérationnel qu'on a mis en place avec notre association d'amis de musée. Qui a contribué finalement à la sauvegarde et à la conservation des collections du musée, un chantier en fait qui nous a permis en quelque sorte d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, ça pose d'autres enjeux, notamment de la collaboration entre les professionnels et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est, je pense, d'autres enjeux, d'autres formes de paradoxes. Voilà, mais j'aurais aimé savoir, de votre point de vue, s'il y avait des exemples probants de contributions de fonds de dotation sur des projets de musées de société. C'est très intéressant parce qu'à la fois, vous évoquez le fait que, si je comprends bien, c'est un fonds de dotation consomptible. C'est un fonds de dotation consomptible, on est d'accord ? Oui. Et en fait, l'outil des fonds de dotation est un outil qui était très à la mode, enfin qui est très à la mode. Plus de 3000 ont été créés en 9 ans, en 10 ans. C'est colossal. Et on a l'impression qu'à un certain moment, tout politique qui se respectait voulait avoir son fonds de dotation. Et beaucoup ont été créés de manière un peu doublonnière. Et techniquement, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue légal, créer un fonds de dotation consomptible en parallèle d'un musée qui est déjà lui-même en mesure d'émettre des reçus fiscaux, ça ne sert absolument à rien. Juste, il y a des dépenses en plus. Alors c'est un peu moins le cas, par exemple, pour restaurer du patrimoine bâti. C'est-à-dire que comme ce fonds de dotation est devenu au final le fonds de dotation de la métropole de Rennes ou de la ville de Rennes, je ne sais pas, évidemment il y a des églises à restaurer, des façades, et dans ces cas-là ça peut être intéressant puisque l'église de quartier n'est pas elle-même à même d'émettre un reçu fiscal, même si il y a des solutions avec la Fondation du patrimoine. En fait, les fonds de dotation n'ont d'intérêt pour un organisme tel qu'un musée qui est quasiment toujours à même d'émettre un reçu fiscal que s'il est capitalisant, c'est-à-dire que s'il est non consomptible, que s'il est dans la logique des endowment funds américains. Dès que ce n'est pas le cas, c'est un doublon en fait. Et c'est donc des coûts en plus pour une efficacité que je ne vois pas en fait. Vous évoquiez aussi la question très intéressante du bénévolat. Pour avoir travaillé en Angleterre, c'est une véritable institution qui a un impact en termes d'économie de coûts, comme vous évoquiez, qui pour moi a aussi un impact très très fort sur la participation de la cité à la vie de l'institution culturelle. C'est-à-dire que vos meilleurs supporters, c'est vos amis et c'est vos bénévoles, qui d'ailleurs sont souvent les mêmes. Et vous évoquiez aussi la question de comment on manage les bénévoles. Au final, c'est encore plus dur que de manager des salariés, parce que, ils ne vous doivent rien et vous ne les... comme il n'y a pas le salaire à la fin du mois, c'est vraiment très difficile de les manager. Et au final, c'est un gain, c'est généralement très positif globalement, mais dans la
dans beaucoup d'institutions anglo-saxonnes, entre autres au Canada et en Angleterre, pour les 2 pays que je connais, ça passe par le recrutement d'au moins une personne, voire quand il y a beaucoup de bénévoles, d'une équipe entière qui manage les bénévoles, avec aussi une part de responsabilisation, c'est-à-dire des plannings pour les bénévoles. Enfin voilà, tout ça demande une organisation, mais je suis vraiment convaincu que c'est quelque chose qui, au final, est positif. Vous connaissez bien sûr tous les débats sur la participation, hein, le musée comme lieu le participatif, sur qu'impliquer la société, c'est pas seulement le demander de faire des dons, hein, c'est évidemment les ressources humaines, le bénévolat dont on vient d'évoquer, c'est aussi les dons de collection d'objets pour le musée. Mais tous ces domaines sont des domaines très, très complexes qui sont en partie en crise, hein. Donc si on prend les 4 possibilités, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a plus encore, mais si on prend les 4 possibilités d'implication du citoyen, donc son impôt, son don, son offre de travail bénévole et sa volonté d'offrir un objet, évidemment, oui, bien sûr, sa visite, oui. Alors la visite, ça va, là on n'est pas en crise. Moi, je pensais que les 4 éléments, ils sont plutôt, les 4 éléments que j'évoque, ils sont plutôt difficiles. La question de l'impôt, ben, évidemment, il y a une vraie pression sur la baisse des impôts parce que dans beaucoup de pays européens, elle est très très élevée. La question du don est toujours problématique parce que celui qui donne décide, en principe. Donc c'est très complexe à organiser. Le bénévolat, ben, c'est pas en développement. C'est plutôt en train de diminuer. Donc on doit trouver de nouvelles formes de bénévolat, de nouvelles formes de reconnaissance de ce travail. Et puis offrir des objets au musée, ben on le constate, notamment en France et à Paris, où les grands collectionneurs ouvrent leur propre musée. Donc on est dans des situations qui sont des changements dans tous ces domaines. Donc on a vraiment, on peut pas. J'aime bien cette idée de parler de penser à notre. On pense pas à notre retraite, en fait, on pense à la génération suivante, hein, puisque c'est dans le musée. Mais on a des défis fondamentaux dans tous les domaines. On doit, en tant que professionnel du musée, on doit être, si possible, je veux dire, politiquement actif dans ce sens-là, mais dans le terme politique, dans son sens large. Sinon, la crise va devenir plus importante, visible, et ce sera trop tard. Il ne faut pas attendre la crise pour changer quelque chose, en principe. Je vais juste rebondir et après on prendra la question de madame. Mais il y a quand même, vous évoquiez que le mécénat était en crise. Je crois que le mécénat traditionnel, sur les canaux traditionnels, a un peu plus de difficultés qu'il y a quelques années. Le mécénat en France, c'est essentiellement du mécénat d'entreprise, avec un coût fiscal d'ailleurs assez élevé. C'est au cœur des débats de ces dernières semaines. Évidemment, mais le mécénat des particuliers a été très très peu développé. Or, quand on regarde l'évolution du mécénat aux États-Unis, il y a 20 ou 30 ans, c'était là aussi essentiellement du mécénat d'entreprise. Alors le mécénat de particulier existait, mais les entreprises étaient beaucoup plus présentes, et pour plein de raisons, les entreprises se sont désengagées. Essentiellement, alors je parle surtout des très grandes entreprises, parce que la politique mécénale de ces très grands groupes du CAC 40, qui était souvent au final un peu l'expression des goûts du patron, est en train de se professionnaliser. Il le raisonne beaucoup plus sous l'angle d'un gain en image et d'une opération marketing. Et on a vu au Louvre toute une série de très grands mécènes d'entreprises. Je pense par exemple à la Fondation Total, petit à petit se désengager. C'est aussi le cas d'AXA, tout simplement parce que il considérait que les thématiques sociales ou environnementales ou de santé étaient non pas plus importantes, mais plus facilement marketables dans une démarche d'image d'un groupe, etc. Ce qui nous oblige à nous repositionner sur des groupes de taille moins importantes, souvent des entreprises familiales, où au final le patron continue à décider, parce que comme ce n'est pas un groupe coté en bourse qui finance avec sa société ses marottes, c'est pas très grave, c'est son argent au final. Et puis surtout les particuliers. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau en France qui a été très peu creusé. Et quand je regarde par exemple le monde de la culture, tous les musées acceptent les legs. C'est toujours marqué en bas à droite au fin fond du site internet, mais aucun musée n'avait vraiment fait encore de démarche d'appel public aux legs, alors que les thématiques
sociales ou de santé font appel au legs de manière très très extensive depuis 20 ans. Et donc on a lancé au Fonds de dotation du Louvre la première campagne publique d'appel au legs de la part d'un musée il y a 4 ans. Ça fonctionne très bien, mais en effet, il faut l'enrober dans un discours marketing qui aille bien, puisqu'il n'est pas évident, enfin, l'intérêt social ne va pas de soi, en fait, de soutenir via un leg un musée. Mais en tout cas, il y a un vrai répondant. On a toute une série en gros 150, 160 testateurs qui en 4 ans nous ont rejoints, avec des patrimoines très variés, et on est loin de personnes très fortunées. Hein. C'est des Français moyens plus, qui nous rejoignent et qui décident de nous soutenir. Bonjour, Florence Lecor, Musée national de la Marine. J'avais juste un petit commentaire à propos de ce que vous avez dit et puis des questions, même si partiellement vous y avez répondu à propos du mécénat. Vous avez parlé des 4 valeurs du musée et notamment la valeur économique. C'est vrai que nous avons peut-être un peu du mal à envisager de considérer le musée sous cet axe, et c'est une façon très intéressante de le faire et qu'on ne peut pas nier, loin de là. En revanche, il ne faut pas confondre les valeurs du musée et ses missions, notamment ses missions réglementaires. Et je crois qu'on sera probablement assez tous d'accord pour dire que le musée ne peut pas avoir pour mission de rapporter de l'argent. Mais vous l'avez dit vous-même. J'avais juste une petite chose sur le mécénat. Vous venez de le rappeler, c'est très difficile de faire des recherches de mécénat et d'obtenir, quand on n'est pas une très grande institution, de l'argent par le biais du mécénat, même si on recrute du personnel pour ça. En effet, dans d'autres domaines que le domaine de la culture, beaucoup d'entreprises et d'institutions font appel au mécénat, donc c'est vrai que ça n'est pas simple du tout. J'observe aussi, vous l'avez dit aussi dans ce que vous venez de dire, que beaucoup de grands mécènes se désengagent, et notamment parce qu'ils créent des fondations eux-mêmes, qui sont des outils de défiscalisation pour eux. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est à leur bénéfice que ces fondations sont créées, et c'est de l'argent qui ne va pas aux institutions culturelles publiques. Et je trouve ça un peu dommage. Et je crois avoir compris qu'on est en train de réfléchir à la loi sur le mécénat. Peut-être pourrait-elle faire avancer ce point, parce que quand on voit que la Fondation Vuitton existe, que la Fondation Pinault existe, c'est formidable, elles font des expositions magnifiques, mais tout ça permet à ces industriels de payer moins d'impôts, mais d'enrichir leur propre collection. Je n'irai pas jusqu'à la démarche marketing qui est celle de certains d'entre eux, mais on pourrait en discuter. Et c'est quand même un peu gênant. Et puis, pardon, je termine. J'avais 2 petites questions sur les fonds de dotation. Vous avez parlé bien sûr du fonds de dotation du musée du Louvre et de celui des musées de Rennes. Est-ce qu'il en existe d'autres? Et à propos du fonds de dotation du musée du Louvre, est-ce qu'on peut savoir comment les bénéfices sont employés? Est-ce que les bénéfices servent à acheter des collections ou d'autres activités? Merci. Il y a plein de questions en une seule. La première, c'était la question Vuitton. C'est en effet un vrai sujet. Le fait que la Fondation Vuitton au Bois de Boulogne a été financée en grande partie par les deniers de l'État, alors qu'au final c'est une vraie opération marketing de la part d'un groupe de luxe, c'est un vrai sujet. Et dans tous les débats qu'il y a actuellement autour de la loi mécénat, clairement ce qui est dans le viseur, c'est ce genre de fondations qui ont l'air de se multiplier, puisqu'il y a aussi les Galeries Falaguette, il y a eu Carmignac, enfin il y en a eu plusieurs, et tout ça coûte assez cher. Alors, j'ai cru comprendre malgré tout que la Fondation Pinault ne comptait pas avoir recours à la défiscalisation pour toute la rénovation, et l'aménagement du musée au niveau de la Bourse du Travail dans le 1er arrondissement de Paris. Cela dit, c'est un vrai sujet, et d'un point de vue éthique, ça me semble catastrophique. Ça fait du mal, je pense, à tout le monde, sauf à leur portefeuille. Il y avait une deuxième question qui était... D'autres, oui. Alors, il y en a 3000, donc il y en a plein d'autres. Alors, pas que dans les musées, mais la partie culturelle est de loin le secteur le plus représenté dans les fonds de dotation. Les fonds de dotation culturels représentent environ 25% des 3000 fonds de dotation. Ernst & Young fait une étude qui est actualisée tous les 6 mois sur les secteurs d'opération des fonds de dotation. Et donc la culture, c'est le premier, ensuite vous avez le social. Dans les grands fonds de dotation culturels, enfin dans les grands...
dans les fonds de dotation des grandes institutions culturelles. Donc la ville de Paris en a créé un, mais qui rejoint un petit peu le fonds de dotation du musée et de la ville de Rennes. C'est-à-dire qu'au final, c'est un genre de tête de pont qui collecte aussi bien pour les fontaines, les églises que les musées de la ville de Paris. Mais il y a un genre d'empilement de couches au niveau de la ville de Paris qui est assez... enfin, un vrai millefeuille, quoi, pour la levée de fonds. Ensuite, la BNF vient d'en créer un. La Villa Médicis en a créé un. C'est pas tout à fait culturel, mais pas loin quand même. C'est du patrimoine. Vous avez la Garde républicaine qui vient d'en créer un, qui est en train d'en créer un. Et en fait, on pourrait en lister énormément. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Et justement, parce que l'Opéra de Paris vient d'en créer un, parce que toutes ces institutions, pas toutes, mais beaucoup viennent nous voir pour avoir des conseils sur comment ça fonctionne à l'intérieur. On en voit défiler pas mal. Et c'est ça qui m'amène à me dire, tous ces fonds de dotation qui se créent avec 200 000 euros, 1 million, 3 millions, voilà, il ferait mieux de se mutualiser, d'avoir une petite équipe qui gère les aspects financiers, avoir un seul commissaire aux comptes et en fait avoir une économie d'échelle en sachant que les sommes apportées par les mécènes de l'Opéra de Paris, enfin tout ça est complètement hypothétique puisque l'Opéra de Paris a créé son propre fonds de dotation, mais imaginons qu'ils se mettent en commun, les sommes apportées par les mécènes de l'Opéra de Paris seraient identifiées comme appartenant à l'Opéra de Paris et on peut imaginer, et certaines banques privées l'ont fait, la Banque Transatlantique entre autres a créé un fonds de dotation abritant qui abrite entre autres par exemple un fonds dédié pour Chambord. C'est-à-dire qu'à Chambord, ils ont été un peu plus malins. Ils se sont dit qu'au final, au lieu de créer une structure dédiée, il fallait mieux venir se loger dans une coquille. On ouvre un genre de petite case à l'intérieur de cette coquille qui est le fonds pour Chambord. Et au final, les équipes de Chambord n'ont pas eu à se préoccuper de savoir comment créer ça, comment recruter un commissaire aux comptes, comment investir les sommes. Vous avez quelqu'un qui s'en charge. Et l'idée est que lorsque les sommes collectées par Chambord atteindront un niveau tout à fait viable et significatif, ils auront la possibilité de sortir cette petite case qui sera devenue un peu plus grosse pour devenir une structure indépendante. Donc c'est très flexible et je crois vraiment, à la fois pour avoir opéré le fonds de dotation du Louvre pendant 5 ans et avoir conseillé beaucoup de structures publiques ou privées, parce qu'on a aussi conseillé des mécènes, par exemple, pour un fonds de dotation pour un très beau monastère du 18e dans le nord de la Corse. Donc là, c'était un privé qui créait un véhicule. Mais on a aussi d'ailleurs conseillé des fonds de dotation de mécènes privés. Un monsieur qui souhaite soutenir les métiers d'art, qui a créé un fonds de dotation qui s'appelle Bellemain. Enfin, on pourrait en citer énormément. Mais je pense vraiment que, surtout quand les structures sont créées par des organismes culturels qui sont en demande et non pas dans une position de distribution, mutualiser a du sens. Il y a encore une question sur... peut-être vous pouvez juste nous donner quelques exemples de quels projets, quelles activités sont financées par le fonds de dotation. Alors le fonds de dotation du Louvre, parce que rapidement on a eu des sommes importantes venant d'Abu Dhabi, même si aujourd'hui on a collecté en 9 ans, enfin même 8 ans, puisque le premier mécène c'était 2011, on a dû collecter quasiment 25 millions d'euros pour le fonds de dotation. Donc Abu Dhabi pèse très lourd, mais les mécènes privés pèsent aussi un peu au final. Et à l'avenir, ils pèseront de plus en plus. Parce qu'il y avait des sommes qui étaient conséquentes, on a évidemment très cadré l'utilisation de ces revenus. Donc on vise une performance financière, donc je suis désolé, je vais tenir un discours qui fait mal aux oreilles, on vise une performance financière de l'ordre de 5% par an. Sur ces 5%, 2% servent à reflater le capital initial, parce que comme on est là pour... le très long terme, on veut conserver le pouvoir de financement du capital qui nous est alloué. 3% a vocation à être distribué au musée du Louvre. Il faut savoir que depuis que l'on a été créé, 9 ans, on est nettement au-dessus des 5% par an, puisqu'on est à 6,5%. Donc on est content du fonctionnement financier de la coquille. Et par ailleurs... on a vocation à soutenir les 3 grandes missions du musée, qui sont donc l'entretien, la meilleure connaissance et l'enrichissement des collections d'une part, le public, donc la pédagogie, la démocratisation culturelle et toutes ces actions, et enfin le patrimoine bâti et les jardins, puisqu'on a aussi une dimension patrimoniale.
Et pour les sommes issues du partenariat avec Abu Dhabi, c'est la direction du musée qui décide chaque année des grands projets qui sont financés. Donc en 2016 et en 2017, on a par exemple soutenu financièrement la restauration des espaces sous la pyramide. Non pas qu'ils étaient en mauvais état, mais c'était essentiellement qu'ils avaient été conçus à l'époque où nous avions 2,5 millions de visiteurs par an. Mais on avait vu grand, on avait prévu une capacité pour 4 millions de visiteurs par an. Or, on est cette année parti pour en avoir 10. Donc toute l'intendance ne suivait plus du tout et c'était en train de... Donc il fallait augmenter le nombre de casiers dans les vestiaires et de toilettes dans les sanitaires. Donc c'est ce genre de grand projet pour les sommes issues du partenariat avec Abu Dhabi. Par contre, pour tous les fonds de mécènes, on est dans du projet beaucoup plus typique. Et je vais prendre 2 exemples. On a eu un legs d'une agent d'artistes américaine qui nous a légué 4 millions d'euros en 2012, donc une somme tout à fait considérable. Et chaque année, ces 4 millions d'euros génèrent environ entre 100 et 120 000 euros de bénéfices utilisables qui servent à restaurer chaque année des œuvres d'art, puisqu'elle avait décidé, cette dame, donc Sue Mengers, que ce serait uniquement les œuvres d'art, les restaurations d'œuvres d'art qui seraient financées grâce aux revenus de son capital. Et chaque année, on restaure toute une série de... Ça ne manque pas au Louvre. Et par ailleurs, on a un autre mécène, Frédéric Jousset, qui nous a doté en 8 ans. D'ailleurs, tout le capital n'est pas encore versé. Donc chaque année, on a un versement de 125 000 euros sur 8 ans pour atteindre 1 million d'euros au total. Et lui s'intéresse uniquement aux actions du Louvre dans les prisons et dans les hôpitaux. Et donc, comme on a eu un petit retard dans les versements à un moment, on a donc versé en moyenne 15-20 000 euros par an sur un capital qui n'était pas encore d'1 million, et d'ailleurs qui n'est toujours pas d'1 million, et qui sera d'1 million dans 4 ans environ, pour soutenir les projets du Louvre dans toute une série de maisons centrales d'arrêt en région parisienne et en Picardie. On va encore prendre une question, puis ensuite on clora ce dialogue introductif. Une question qui est de ce côté-là, me semble-t-il, n'est-ce pas ? Oui, bonjour, Pierre Dubreuil, Muséum national d'histoire naturelle. C'est plus un témoignage qu'une question, mais je vous remercie de ce que vous avez dit qui est inspirant et éclairant. Alors, il va y avoir un fonds de dotation supplémentaire puisque le muséum est en train d'en créer un. Voilà, donc bienvenue dans le club. Enfin, j'ai cru comprendre que parmi les 3000 fonds de dotation, en fait, depuis la loi 2008, il y a eu un essor très important et depuis une correction législative a introduit un seuil, je crois, de 15 000 euros minimum pour créer un fonds de dotation, ce qui fait que ça va un peu freiner sans doute. Alors, les 15 000 euros ont été introduits il y a 2 ans. On a fixé, donc on est membre du comité de suivi et de consultation à Bercy sur les fonds de dotation et on nous avait donné la latitude pour donc ce plancher minimum entre 0 et 30 000, donc on n'a pas été très innovant, on a mis 15 000 au milieu. Mais la réalité, c'est que ça ne freine pas du tout la création de fonds de dotation. Enfin, on ne le voit pas depuis 2 ans. D'accord. Alors, il y a un autre axe de ces fonds de dotation au-delà du domaine culturel, c'est en effet l'environnement et le développement durable. Et au muséum, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi, dès lors que nous avons un dispositif de mécénat qui fonctionne plutôt bien, pas à la hauteur du Louvre, bien sûr, mais qui lève à peu près 2 millions d'euros par an, pourquoi créer un fonds de dotation ? En quoi le véhicule est intéressant et plus porteur que le dispositif classique de mécénat. En fait, la question des valeurs que vous posez est un peu la réponse, dans la mesure où le fonds de dotation nous permet d'adosser ce fonds, et donc ce véhicule, à des valeurs qui sont génératrices de fonds et plus attractives pour des fonds privés à partir d'un prisme qui est celui de la préservation de l'environnement et particulièrement au Muséum de la biodiversité. Donc on crée un fonds de dotation qui est axé spécifiquement, non pas sur le patrimoine, parce qu'on a aussi des problématiques de collection de patrimoine comme tous les musées, mais de la préservation de la biodiversité, qui est évidemment un peu en haut de l'agenda aujourd'hui et qui est pour nous vraiment, qui nécessite un nouveau financement. Donc le fonds de dotation nous est apparu comme le véhicule utile. On verra si c'est... Enfin, on sait déjà qu'il sera suffisamment bien doté pour pouvoir fonctionner, mais ça pose la question en effet de ce que c'est réellement. Alors je ne suis pas certain, je m'interroge, mais pour nous que ce soit vraiment un plan d'épargne retraite, pour reprendre votre expression, c'est plutôt de l'épargne vivante. En tout cas, ce que j'observe, c'est que ce fonds de dotation nous permettra de financer des projets qui existent déjà, des projets de recherche, des projets culturels, des projets de diffusion des connaissances, des projets muséaux qui ne sont pas financés par des mécènes traditionnels.
Et des missions en dehors du périmètre immédiat du muséum ou Non, qui sont totalement dans les 5 Dans le- missions statutaires du muséum. Par exemple, l'expertise et la diffusion des connaissances en matière de biodiversité. Donc le fonds de dotation va permettre de financer des projets, et même la recherche d'ailleurs, des projets de recherche internationaux qui intéressent des mécènes, et la souplesse, vous l'avez dit, très bien dit, du fonds de dotation nous permettra de financer plus facilement ces projets qu'avec la structure traditionnelle du mécénat. Donc ça nous apparaît complémentaire. L'expérience dira si on a raison ou pas, et votre expérience d'ailleurs est éclairante. et il est consomptible ou pas? Oui, consomptible a priori. Voilà. Donc nous sommes engagés dans la démarche, et puis on fera un retour d'expérience. Alors le mutualiser, c'est moins facile, mais enfin pourquoi pas avec d'autres muséums en région par exemple. Il faudra qu'on en parle avec les collègues. Pour terminer, je voulais simplement revenir sur ce que vous avez dit sur les bénévoles. Moi, ma conviction pour vivre ces expériences de bénévoles un peu difficiles, je pense comme vous qu'il faut encadrer les bénévoles, et que c'est une ressource qui n'est pas évidente à manager. Mais néanmoins, moi je ne crois pas au modèle anglo-saxon et à la transposition du modèle anglo-saxon, et particulièrement anglais et américain en France. En revanche, je pense qu'on peut refonder des relations, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, pas évident, avec les bénévoles, les sociétés d'amis qui existent un petit peu partout dans les sites du muséum, pour faire en sorte de mieux cadrer leur contribution finalement aux missions, qui étaient un petit peu éparpillées, et en clarifiant un peu leur apport. Ce qui ne pourra pas être, à mon avis, celui des bénévoles tels qu'ils sont des volunteers anglo-saxons, parce que je pense que c'est un peu illusoire. Mais il y a matière, je pense, à refonder la relation dans les parrainages, enfin bon, dans des missions particulières, mais aussi avec les collections. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Mais c'est presque un mot de la fin d'ailleurs, c'est magnifique de réouvrir en fait la question qu'on a évoquée sur le côté du financement, et en fait de l'élargir sur la question des ressources. Donc comme mot de la fin, on va juste chacun peut-être dire une petite phrase. Je pense que cette question technique finalement du fonds de dotation mutualisé va vous accompagner, nous accompagner de toute façon ces prochaines années, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de la diversité, de la diversification des ressources des musées, qui sont un développement à très long terme, et qui n'est pas que négatif. Je pense que d'un point de vue philosophique, on peut quand même aussi dire que la diversification des ressources des musées répond à la pluralité de la société que nous souhaitons impliquer dans les musées. Alors, je n'avais pas prévu de mot de la fin. Donc, en tout cas, j'étais très heureux d'échanger avec vous. Et surtout, on se tient à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions dans les mois qui viennent, sur ces questions qui ne sont pas toujours simples. Je ne suis pas certain que les avocats spécialisés dans la création de fondations et fonds de dotation soient les meilleurs conseils, puisqu'ils ils vous poussent à la consommation, et vous apporteront pas toujours les meilleures réponses. Nous, on n'est absolument pas intéressés financièrement à ce genre de questions, donc ce sera plus un retour d'expérience et un partage de connaissances. Voilà.